Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter votre cabinet? Oui. Donc, effectivement, je suis Monsieur Georges Foilin. Je travaille à la Banque centrale du Cameroun depuis 18 ans déjà. Et en novembre 2019, j'ai ouvert mon cabinet de consulting à Lagos, au Nigeria, qui s'appelle Foilin & Sonwa. Alors, à côté de la finance traditionnelle, basique qui est gestion d'investissement, gestion de la trésorerie, nous nous positionnons dans le domaine des blockchains, donc de la technologie financière. Parce que nous avons considéré que, bon, voilà, ce sera le nouvel environnement économique et financier et technologique de la finance dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc, il faut commencer à avoir un regard prospectif sur ce que cette technologie-là peut apporter aux économies africaines et à l'économie mondiale d'une manière globale, quoi. C'est ça. Donc, oui. Vous avez parlé tout à l'heure de blockchain. Aujourd'hui, oui, le monde vient de sortir. Bon, on est toujours dans la pandémie de la COVID-19. On a montré un peu la fragilité de nos systèmes économiques. Bon, en Europe, partout, et je crois que même en Afrique, les gens sont en train maintenant d'aller vers la transition écologique. Est-ce que vous pensez que le blockchain n'est pas trop énergivore? Est-ce qu'elle participe de la transition écologique? Oui, disons que oui, il y a un fond de transition écologique dans la blockchain. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous bien que la blockchain est née autour des années 2009, juste après la crise financière, à travers le Bitcoin. C'est-à-dire le Bitcoin, c'est la première application blockchain connue. Avec ce désir, au fond, de s'affranchir du contrôle des pouvoirs centraux financiers pour créer une plus forte autonomie chez les acteurs, une plus forte indépendance, une plus forte autonomie. De sorte qu'on puisse créer un système financier qui corresponde, disons, à l'anthropologie culturelle de la société, à sa diversité. Et donc, en ce sens-là, la technologie blockchain entre dans un processus d'écologie économique et sociale même. C'est-à-dire, si on considère tout ce que ça peut avoir après comme impact sur la réforme des systèmes économiques. Mais pour d'autres, c'est des systèmes très énergivores. Est-ce que ça participe à la transition écologique vraiment? Oui, réellement. Oui, ce qui est sûr, c'est que la blockchain, effectivement, c'est un système extrêmement énergivore parce que du fait des processus qui sont liés au fonctionnement des différents serveurs impliqués dans les transactions, là, je pense que le domaine de la recherche scientifique va essayer de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire comment faire pour que, n'est-ce pas, il y ait moins de dépenses d'énergie parce que, effectivement, la blockchain a des processus qui sont un peu lents et implique une trop forte consommation énergétique. Donc, la recherche est encore là-dessus. C'est donc pour ça qu'effectivement, des cabinets comme le mien, nous efforçons de nous impliquer dans la recherche, de faire des publications pour essayer d'aider les différents acteurs à trouver des solutions à ces problèmes-là. Mais est-ce que ce procédé est encore très développé en Afrique et au Cameroun? Blockchain, la crypto-monnaie, etc. Est-ce qu'en Afrique, généralement, les gens se tournent de plus en plus vers cette forme de monnaie, ou bien encore, c'est pas encore ça? Oui, disons que l'environnement africain est un peu contrasté. Hein? C'est-à-dire, vous avez l'Afrique australe, Kenya, Afrique du Sud, qui sont comme les poumons de cette nouvelle technologie-là. Nous avons le Kenya avec le portefeuille électronique M-Pesa, qui fonctionne un peu qui a un peu de technologie blockchain. Nous avons l'Afrique du Sud, où le gouvernement sud-africain est en train de créer un système de plateforme de gestion des paiements à base de la blockchain. Mais disons, c'est une sorte d'Afrique un peu occidentalisée. Parce que de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il y a encore beaucoup de réticence. Du fait que la perception d'un monde décentralisé donne l'impression que c'est l'ouverture sur l'anarchie. Donc, il n'y a pas encore une véritable... Oui. Donc, il n'y a pas encore une véritable compréhension de toute l'architecture technologique qui permet de crypter les données et de les sécuriser. Mais qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il y a un problème de formation, c'est-à-dire qu'il y a un problème de sensibilisation, de formation. Vous savez, récemment, par exemple, ici au Cameroun, nous avons été victimes d'arnaqueurs
qui prétendaient vendre des crypto-monnaies aux Camerounais. Les gens sont engagés sur ces marchés-là. Certains y ont perdu des fortunes, si bien que la Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale a dû interdire les crypto-monnaies. Pourtant, à ce qu'il semble, ces vendeurs de crypto-monnaies, au fond, ne sont pas des vendeurs de crypto-monnaies. Ce sont des personnes qui font dans le marketing de réseau et qui font miroiter des gains mirobolants à de pauvres investisseurs. Donc, il y a tout un problème de sensibilisation, d'ouverture sur les nouvelles technologies, mais disons de formation, tout simplement. Et aussi, évidemment, on s'attend aussi à ce que ceux qui sont engagés sur ce chemin-là puissent réussir. Nous avons la Chine qui a décidé de créer sa monnaie digitale. Bon, on espère que c'est des expériences qui vont réussir pour assurer que les Africains, pour qu'ils s'ouvrent aussi à ces univers. Mais M. Folang, dans votre cabinet, dans votre stratégie de conseil, quand vous conseillez les entreprises africaines qui viennent au Cameroun ou en Afrique, est-ce que dans votre stratégie, vous prenez en compte la transition énergétique et écologique? Bon, oui, disons, tout dépend du secteur dans lequel l'entreprise veut se positionner. Ce qui est sûr, c'est que la problématique de la transition écologique en Afrique est extrêmement forte. Récemment, le Cameroun a pu bénéficier d'être agréé à l'ONU pour recevoir des financements pour les projets qui vont dans ce sens-là. Mais je pense aussi que, vu la complexité de l'environnement, la question de la réglementation, la régulation, la pauvreté aussi, il reste encore beaucoup à faire pour que les entrepreneurs africains soient sensibles à ces questions-là. Parce que vous avez les questions de responsabilité sociale de l'entreprise. Lorsqu'on a le poids de la société africaine, des traditions, des coutumes, il n'est pas aisé d'aider les gens à s'élever vers ces concepts-là. Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que aussi, par rapport à cela, ne faudrait-il pas faire évoluer le cadre réglementaire pour la réorientation des flux financiers vers la transition et l'adaptation? La transition écologique. Oui, ce qui est clair, qu'il y a un problème, il y a réellement un cadre réglementaire qu'il faut pouvoir implémenter. Mais comme toute chose en Afrique, le cadre réglementaire doit aussi tenir compte du rythme des populations et de leurs besoins, et aller plus loin que ce qu'on considère comme étant la transition écologique. C'est-à-dire la transition écologique touche évidemment l'environnement, mais on doit aussi tenir compte du fait que dans cet environnement, il y a aussi l'homme qui a ses propres rythmes qu'il faut pouvoir intégrer dans la définition des politiques, quoi. Mais aussi, au niveau des investisseurs aussi, est-ce que des fois ils ne disent pas qu'en Afrique, investir dans des projets verts, c'est trop risqué? Est-ce que des fois, dans votre travail, vous n'entendez pas ce type de discours-là? Et si oui, toutefois, qu'est-ce qu'il explique en fait? Quelles sont généralement les raisons qu'il donne? Bon, disons que d'une manière basique, la difficulté avec l'environnement institutionnel en Afrique pour les investisseurs, c'est que, quel que soit le concept ou les mesures qu'on veut mettre en place, il y a toujours ce problème de l'incertitude en Afrique. Est-ce que la loi sera appliquée? Est-ce que la loi sera respectée? Qui sont les acteurs? Quelles sont les forces en présence? Tant qu'un investisseur n'est pas entièrement sûr d'un processus d'investissement qui aboutira à un investissement vert, que la loi sera respectée, évidemment, il y aura des hésitations. Donc, quel que soit le concept, aussi beau soit-il, qui leur sont présentés, eh bien, tant que nous n'aurons pas un environnement réglementaire, disons rationnel, certain, eh bien, il y aura toujours des résistances à se dire, bon, est-ce que réellement l'Afrique peut s'engager sur ces produits innovants? Mais aujourd'hui, M. Folang, est-ce qu'on peut dire que la finance durable et notamment les obligations vertes, est-ce que réellement elles ont décollé en Afrique? Ou en tant que quelqu'un qui travaille dans un cabinet, qui travaille pour l'ensemble de l'Afrique et le Cameroun notamment, est-ce que vous sentez que c'est la finance durable et les obligations vertes sont en train de décoller en Afrique? Bon, disons, comme je le disais un peu au début de mon intervention, non? Il y a une forme d'Afrique qui est, bon, disons, qui est grosso modo occidentalisée sur le plan économique et financier, savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, ainsi que le Kenya,
qui, eux, se sont déjà engagés à émettre des obligations, ont mis des obligations vertes. Je sais qu'en 2019, l'Afrique du Sud a émis environ pour 724 millions de dollars, le Nigeria pour 106 millions de dollars et le Kenya pour 41 millions de dollars. Donc, à ce stade-là, l'Afrique n'est pas complètement exclue de ces mécanismes-là. Mais on se rend bien compte que ceux qui s'y engagent pour le moment, ce sont les marchés qui sont sophistiquement et financièrement proches du modèle occidental. Donc, l'Afrique francophone a encore du chemin à faire. Parce que vous voyez dans le mécanisme des obligations vertes, il y a tant de prérequis qu'il faut s'assurer lorsqu'on émet ce type d'obligations que vous ne pouvez pas facilement le faire dans un environnement incertain. Parce qu'il faut contrôler toute la chaîne, de l'émetteur au souscripteur. Et si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, évidemment, les investisseurs seront réticents. Et maintenant, dans votre cabinet, dans votre travail conseil, est-ce que la dimension RSE est prise en compte, généralement? La dimension risque. RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Oui, elle est évidemment prise en compte parce que, disons, nous sommes bien conscients qu'en Afrique, les questions de responsabilité sociale sont un peu complexes. Et la compréhension même que l'on a de ce phénomène-là, de ce concept-là, pose d'énormes problèmes. Oui, justement à ce niveau-là, j'ai l'impression que ici les gens ne font pas la différence entre la responsabilité sociale d'entreprise et le mécénat. Et effectivement, c'est ça le challenge. C'est-à-dire que, vu que l'Africain vit dans un groupe communautaire, quand on entend parler de responsabilité sociale, eh bien, on se dit, bon, c'est la responsabilité envers ma famille, ma communauté. Donc, si mon cousin veut un emploi, je lui donne un emploi dans mon entreprise, au risque que le fonctionnement de l'entreprise impacte négativement sur ce qu'on cherche, justement, cette responsabilité sociale-là. Donc, à ce niveau-là, il y a tout un travail à la fois réglementaire, ce dont on parlait plus haut, et éducatif, pour que les gens puissent vraiment comprendre que prendre en compte la gestion de l'environnement a un impact sur la gestion même de l'entreprise. Il y a un problème de rationalisation vers lequel les entrepreneurs africains doivent pouvoir s'orienter progressivement. Et ça me permet aussi un peu de parler un peu de l'investissement socialement responsable, l'ISR. Est-ce que aussi, dans votre travail en Afrique, vous sentez que les gens tiennent compte de cela? Pour le moment, en Afrique, je pense qu'en 2019, l'investissement social se situait autour de 228 milliards de francs CFA. Non, 228 milliards de dollars. Et comme d'habitude, il était géographiquement marqué vers l'Afrique australe, notamment en Afrique du Sud. Donc, une fois de plus, on revient au même problème. C'est-à-dire, ce sont les marchés financiers et économiques africains les plus sophistiqués qui captent facilement ce type de concept et d'investissement. Donc, nous autres francophones, nous autres de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, nous avons un gros travail institutionnel à faire pour pouvoir nous arrimer de manière stable à ces dynamiques-là. Aujourd'hui, on est toujours dans la pandémie de la COVID-19 qui est en train un peu de sortir de cette pandémie-là. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises, aux institutions africaines par rapport à ce que la COVID a montré aussi la vulnérabilité de nos systèmes économiques. Aujourd'hui, en termes de conseils, qu'est-ce que vous leur dites? Et pour aller vers cette transition écologique-là, je pense que le monde entier va aller vers ça. Concrètement, en termes de conseils, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, concrètement, effectivement, c'est-à-dire que le COVID a montré non seulement notre fragilité, mais il a révélé que nous sommes dans un monde qui est globalisé. Pas seulement sur le plan économique et financier, mais sur le plan même de notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en 24 heures, un problème peut surgir à Paris et avoir une résonance en Afrique du Sud. Du coup, ce que nous, les autres Africains, pourrons faire, étant donné que dans notre cadre socio-économique, nous avons des faillites comme celle de la santé, comme celle de l'emploi, nous devons nous dire, OK, pourquoi ne pas, par exemple, penser à reconstruire l'unité africaine
à partir de la résolution d'un problème basique. On a vu comment en Europe, l'Union européenne s'est conçue à partir de la communauté du charbon et de l'acier, à partir de 1954, quand l'Allemagne et la France ont décidé de faire fusionner leurs énergies minières. On pourrait donc se dire, ok, l'Afrique a des enjeux en matière de santé publique. On a des maladies comme le coronavirus, qui sont des maladies globales. Avant, il y avait Ebola qui touchait 2 ou 3 pays. Il y avait, je ne sais plutôt quelle autre maladie qui touchait 2 ou 3 pays. Maintenant, il y a une maladie qui, en une journée, peut terrasser tout un continent. Ok. Partons de cette base-là, trouvons des institutions embryonnaires pour attaquer ce problème-là. Et de là, on peut progressivement reconstruire l'unité africaine. Et au-delà du ça, justement, la blockchain peut intervenir parce que tout l'univers des crypto-monnaies permet d'atteindre les populations, d'atteindre plus facilement les populations non bancarisées. Vous savez, dans des pays comme les Bahamas, pourquoi ils ont adopté d'essayer de migrer vers une monnaie digitale? Parce que justement, il y a des endroits où les banques commerciales classiques n'arrivent pas à ouvrir des agences, soit à cause de l'enclavement du terrain et compagnie. Or, c'est plus facile pour quelqu'un qui est dans une forêt, disons entre guillemets dans une forêt, d'avoir un téléphone et d'avoir de la monnaie digitale sur ce téléphone-là. Donc, on peut donc se servir de monnaie digitale pour créer un système de santé permettant d'atteindre les gens les plus défavorisés, les plus éloignés des centres, disons, des centres urbains. Donc, à mon avis, pour schématiser, on peut partir du Covid-19, de son caractère global, pour revoir tous les mécanismes de solidarité en Afrique et reconstruire progressivement sur cette base-là une unité africaine. Et maintenant, le temps d'aller vers la monnaie digitale, quel rôle vraiment, dans tout ça, quel est le rôle des banques africaines, les banques africaines en général? Est-ce que généralement, les banques qui sont soucieux de la RSE, transition écologique, de tout ce qui tourne autour de l'écologie, de l'environnement, est-ce qu'ils sont soucieux de cela, de l'investissement sociétal, de l'ISRF, du moins? Oui. Bon, disons que le challenge pour les banques africaines, c'est, disons, l'origine des investissements qu'elles doivent financer. C'est-à-dire que si vous avez à financer des projets qui la plupart du temps dépendent des pays européens, eh bien, à ce moment-là, probablement, comme les Européens, ils ont des agendas, disons, serrés et méticuleux, probablement qu'elles vont se dire, OK, dans ces circonstances-là, nous devons respecter les questions de RSE et de ISE. Mais lorsqu'elles se retrouvent face aux acteurs africains endogènes, qui n'ont pas toujours ce souci du respect de ces concepts et de ces valeurs-là, eh bien, à ce moment, il y a effectivement des risques qu'il y ait des investissements qui dérapent un peu. C'est pour ça que, bon, voilà, nous connaissons nos pays africains. On a des projets mirobolants, mais qui n'aboutissent jamais et qui laissent toujours les populations sur la touche. Parfois, on lance de grands chantiers, des ports, des villes, et on oublie complètement les conséquences sur l'environnement. Parce que endogène institutionnel ne permet pas d'avoir une sorte de contre-réponse à ces propositions-là. Monsieur Folland, votre dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit, si vous aviez un appel à faire, qu'est-ce que vous allez dire, soit tant aux décideurs qu'aux banques et aux populations africaines? Alors, le dernier mot que j'aurais à dire, c'est ceci. Je reviendrai sur notre mot d'introduction, c'est-à-dire que les technologies blockchain, les finances technologiques s'orientent globalement vers une forme d'écologie. C'est d'abord une écologie technologique parce que vous avez une décentralisation des systèmes informatiques. Après, c'est une technologie financière parce que vous avez suppression de l'intermédiation. Puis ça va tendre vers une technologie, vers une écologie économique et sociale. Nous avons vu comment le mobile money a aidé beaucoup de populations africaines à se retrouver, à être de nouveau connectées au secteur bancaire. Alors, moi, mon conseil aux dirigeants africains, c'est intéressons-nous à la blockchain.
Cette technologie peut apporter beaucoup de solutions aux problèmes des Africains. Cette technologie peut s'arrimer à la dynamique ethno-culturelle africaine. J'ai publié un article il y a 3 ou 4 mois en Angleterre sur le site de AFSIC, Africa Investment, dans lequel j'expliquais que la blockchain nous fait comme revenir dans le monde qui existait en Europe avant la Révolution française, c'est-à-dire un monde dans lequel chaque groupe social a une autonomie anthropologique en possédant ses propres instruments financiers. Donc, nous pouvons aller plus loin que la simple écologie environnementale pour atteindre même l'écologie humaine, pour que les communautés humaines retrouvent leur autonomie et puissent s'engager en toute intégrité dans le développement du monde. Merci, M. Fall. Ok, on se remercie. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. D'accord, je vous remercie.